Au tribunal, ma femme, la PDG, m'a traité de chercheur d'or. Son avocat, également son nouveau petit ami, a hoché la tête en signe d'accord. Puis le juge a dit, alors, un revenu annuel de 550 000 $ est toujours considéré comme de la prostitution, hein? Quoi? Combien? A-t-elle bégayé. Puis sa bouche a commencé à bégayer. La salle d'audience était bondée de spectateurs lorsque ma femme, Victoria, s'est levée et a pointé son doigt, parfaitement manucuré, vers moi. Sa voix résonnait contre les murs en acajou alors qu'elle déclarait au juge, au jury, et à tous ceux qui regardaient, que je n'étais rien d'autre qu'un profiteur, un homme qui l'avait épousée pour son argent. Son avocat, Blake Morrison, l'homme avec qui elle couchait depuis 8 mois, a hoché la tête avec enthousiasme pour marquer son accord. Son sourire suffisant suggérait qu'il pensait que l'affaire était déjà gagnée. C'est alors que la juge Patricia Andrew a baissé les yeux depuis son siège, a ajusté ses lunettes de lecture, et a dit quelque chose qui a plongé la salle d'audience entière dans le silence. Donc, un revenu annuel de 550 000 $ est toujours considéré comme un comportement de profiteur, madame. Est-ce bien ce que vous dites à cette cour? Le visage de Victoria est passé de la confiance à la confusion en une fraction de seconde. Quoi? Combien? Sa bouche s'ouvrait et se fermait, comme un poisson qui se noie à l'air libre. L'expression suffisante de Blake s'est transformée en état de choc, et je suis resté assis là, à la table de la défense, regardant ma femme depuis 12 ans réaliser qu'elle n'avait jamais vraiment su qui j'étais. Je m'appelle Nathan Pierce. J'ai 39 ans et, jusqu'à il y a 6 mois, je pensais avoir un mariage plutôt bon. Pas parfait, mais solide. Le genre de mariage où l'on finit les phrases de l'autre, et où l'on sait exactement comment l'autre prend son café. Victoria et moi nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds caritative, il y a 13 ans. Elle était une cadre montante chez E-Corporation, la société de conseil en technologie que son père avait bâtie à partir de rien. Je travaillais comme analyste financier dans une société d'investissement de taille moyenne, gagnant correctement ma vie, mais sans rien de spectaculaire. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, si vous aimez ce que vous entendez, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton d'abonnement et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce qui, selon vous, va se passer ensuite. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Maintenant, revenons au drame du tribunal. Victoria était magnétique dès l'instant où je l'ai rencontrée. Elle avait cette énergie qui remplissait n'importe quelle pièce où elle entrait. Des cheveux bruns toujours parfaitement coiffés, des costumes de créateurs qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel, et des yeux capables de lire un compte de résultats plus vite que la plupart des gens ne lisent un menu. Elle était brillante, ambitieuse, et lorsqu'elle concentrait cette attention sur vous, on avait l'impression de se tenir en plein soleil. Notre mariage a figuré dans la section affaires du Chronicle. Victoria est, nouvellement nommée vice-présidente des opérations chez E-Corporation, épousant Nathan Pierce, analyste financier senior. Son père, Gérald est, a porté un toast en disant combien il était heureux que sa fille ait trouvé quelqu'un de terre à accent grave-terre et de pratique, quelqu'un qui ne serait pas intimidé par son succès. Pendant les premières années, tout allait bien. C'était même génial. Nous avons acheté une maison à Riverside Heights, un de ces manoirs victoriens restaurés, avec des parquets d'origine et une vue sur la ville. Victoria organisait des dîners pour ses associés d'affaires. Je gérais nos investissements et maintenais l'ordre dans nos finances. Nous parlions d'avoir des enfants un jour. Peut-être après que Victoria soit devenue associée, peut-être après que je sois devenu directeur général. Mais quelque part autour de la 7e année, les choses ont commencé à changer. Victoria a été promue directrice des opérations, puis vice-présidente exécutive. Ses heures de travail se sont allongées, ses voyages d'affaires sont devenus plus fréquents, et nos conversations, plus courtes. Elle a commencé à me regarder différemment, comme si je faisais partie des meubles, des objets qu'elle avait cessé de remarquer il y a des années. J'ai essayé de lui en parler, j'ai suggéré une thérapie de couple, des week-ends en amoureux, n'importe quoi pour renouer le lien. Mais Victoria était toujours trop occupée par ses rapports trimestriels, ses réunions de conseil d'administration, ou ses accords d'acquisition. Et j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Un nouveau parfum qu'elle ne portait que les jours de voyage d'affaires. Son téléphone constamment posé face contre table. Des messages mystérieux qui la faisaient sourire d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Puis est arrivé le gala de charité, en octobre dernier. E-Corporation organisait sa collecte de fonds annuelle pour les programmes d'alphabétisation des enfants. Victoria a insisté pour que j'y assiste,
bien que je préfère habituellement éviter ces événements professionnels. Elle disait que cela faisait meilleure impression quand les conjoints étaient présents. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas, juste à ce moment-là. J'ai porté le costume Tom Ford qu'elle m'avait offert pour notre 10e anniversaire. Je me suis présenté à la salle de bal du Four Seasons, où 500 membres de l'élite de la ville buvaient du champagne qui coûtait plus cher la bouteille que les mensualités de voiture de la plupart des gens. Victoria tenait court près des tables d'enchères silencieuses, riant à quelque chose que son nouvel avocat d'entreprise disait. Blake Morrison, grand, aux cheveux argentés, avec ce genre de charme exercé qui vient d'années d'heures facturables, et d'une éthique moralement flexible. Je les ai observés ensemble pendant peut-être 20 minutes avant de comprendre la façon dont il touchait son coude pour souligner un point. Comment elle se penchait vers lui quand il chuchotait quelque chose. Les blagues privées qui les faisaient rire comme des adolescents. Ma femme avait une liaison avec son avocat, et aucun des deux n'essayait même plus de le cacher. Je ne les ai pas confrontés ce soir-là. À quoi bon? Si quelqu'un veut tromper, il le fera, peu importe ce que vous dites. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi, je me suis versé 3 doigts de scotch, et j'ai commencé à réfléchir à la suite. Les papiers du divorce sont arrivés 2 semaines plus tard. Je travaillais à la maison, passant en revue la restructuration du portefeuille d'un client, lorsque le coursier a frappé. Victoria me les avait fait livrer à la maison comme si elle signifiait son congé à un locataire défaillant. Pas de conversation, pas d'explication, juste une pile de documents juridiques, avec de petites étiquettes jaunes indiquant où je devais signer. Je les ai lus attentivement. C'est ce qu'on fait quand on a passé 15 ans à analyser des documents financiers pour gagner sa vie. On lit les petits caractères. Et les petits caractères dans la demande de divorce de Victoria étaient absolument brutaux. Elle prétendait que je n'avais rien apporté au mariage. Que je vivais de son succès depuis 12 ans. Que j'étais, selon les mots soigneusement choisis de son avocat, un époux, profiteur, qui s'était marié au-dessus de sa condition et s'attendait maintenant à être compensé pour son style de vie parasitaire. Elle voulait la maison, les comptes d'investissement, et même la voiture que j'avais achetée avec mon propre argent il y a 3 ans. Et elle m'offrait exactement $50 000 comme règlement pour que je parte sans faire de bruit. Je me suis assis là, dans notre cuisine, cette même cuisine où nous avions pris le petit déjeuner ensemble chaque dimanche matin pendant 12 ans, et j'ai réalisé que Victoria n'avait absolument aucune idée de ce que je faisais réellement dans la vie. Elle pensait que je travaillais toujours comme analyste financier, gagnant peut-être $80 000 par an dans une entreprise moyenne, toujours le même gars qu'elle avait épousé il y a 13 ans, celui qui était reconnaissant qu'une femme comme elle le regarde 2 fois. Mais je n'étais plus ce gars-là. Loin de là. Il y a 8 ans, j'avais quitté la société d'investissement et lancé ma propre société de gestion de patrimoine, Pierce Capital Advisory. J'avais commencé petit, juste moi et un espace de bureau partagé, gérant des portefeuilles pour des propriétaires de petites entreprises et des cadres intermédiaires, des gens qui avaient construit quelque chose de réel et avaient besoin de quelqu'un de confiance pour les aider à le faire fructifier. J'ai travaillé 18 heures par jour pendant les 3 premières années, tissant des relations, prouvant ma valeur, montrant aux clients que je pouvais livrer des rendements sans prendre de risques stupides. L'entreprise a grandi. J'ai engagé 2 conseillers juniors, puis 5, puis 12. Nous avons déménagé dans un vrai bureau au centre-ville, avec des murs en verre, des chaises ergonomiques et une machine à café qui coûtait plus cher que ma première voiture. Ma clientèle s'est élargie pour inclure des médecins, des avocats, des entrepreneurs prospères, des gens avec beaucoup d'argent qui avaient besoin d'une expertise sérieuse. À la 5e année, Pierce Capital Advisory gérait plus de $400 millions d'actifs clients. L'année dernière, nous avons franchi la barre des $800 millions. Mon revenu personnel, entre les frais de gestion, les primes de performance et la participation aux bénéfices, a atteint $550 000. J'étais en bonne voie pour dépasser les $600 000 cette année. Et Victoria n'en avait aucune idée. Aucune. Parce que je n'avais jamais pris la peine de corriger sa supposition selon laquelle je n'étais toujours que Nathan, l'analyste financier. Je travaillais depuis la maison la plupart du temps, je gardais mon propre bureau séparé de notre vie commune, et je n'avais jamais ressenti le besoin de rivaliser avec son succès. Elle construisait l'empire de son père. Je construisais le mien. Je pensais que nous étions des partenaires dans un progrès parallèle. J'avais tort. Le truc, quand on est analyste financier, c'est qu'on apprend à prévoir les imprévus. On apprend que les gens mentent, que les marchés s'effondrent, et que la seule personne en qui on peut vraiment avoir confiance, c'est soi-même.
Donc, 6 mois avant que Victoria ne demande le divorce, juste au moment où j'ai remarqué le début de sa liaison, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas particulièrement fier, mais que je ne regrette pas du tout. J'ai engagé un détective privé, l'inspecteur Raymond Cole, un ancien détective de police devenu chercheur de vérité professionnelle. Je lui ai donné 3 mois et une avance de 15 000 $ pour documenter tout ce qui concernait la relation de Victoria avec Blake Morrison. Chaque rencontre à l'hôtel, chaque voyage d'affaires qui n'était pas vraiment pour le travail, chaque mensonge qu'elle me racontait sur ses heures tardives au bureau. Cole m'a remis un dossier de 7 cm d'épaisseur. Des photos de Victoria et Blake entrant au Riverside Hotel tous les mardis et jeudis après-midi. Des relevés de cartes de crédit montrant Blake payant pour les bijoux de Victoria, ses sacs à main de créateur, et des week-ends dans la région des vins. Des SMS entre discutant de leur avenir ensemble, de la façon dont ils géreraient le divorce, et de combien ils espéraient me prendre lors du règlement. La pièce la plus accablante était une conversation téléphonique enregistrée entre Victoria et Blake, où ils discutaient de leur stratégie. Ils sous-évaluaient délibérément ma carrière pour donner l'impression que je vivais des revenus de Victoria. Ils prévoyaient de me dépeindre comme un homme entretenu qui n'apportait rien pendant qu'elle bâtissait son empire. Blake avait même coaché Victoria sur ce qu'elle devait dire au tribunal, comment se présenter comme la victime d'un mari mercenaire. Il pensait que j'étais une proie. Il n'avait aucune idée que j'avais 3 coups d'avance depuis des mois. Lorsque la date du procès est arrivée, je me suis présenté dans un costume qui coûtait moins cher que ce que Victoria supposait probablement. Mon avocate, Jennifer Martinez, était quelqu'un que je connaissais depuis l'école de commerce. Vive, méthodique, et absolument impitoyable quand il le fallait. Elle avait examiné l'enquête de Cole et sourit d'une manière qui m'a rendu heureux qu'elle soit de mon côté. La salle d'audience était bondée. Victoria s'en était assurée. Toute son équipe de direction était là, montrant son soutien à leur PDG assiégé. Les médias d'affaires avaient eu vent de l'affaire, probablement grâce à l'équipe de relations publiques de Victoria. Ils voulaient que ce soit l'histoire d'une femme puissante tenant tête à un mari profiteur. Ils étaient sur le point d'obtenir un récit très différent. Blake Morrison s'est levé le premier, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son costume à 3 000 $ repassé à la perfection. Il s'est lancé dans sa déclaration liminaire avec l'assurance d'un homme qui n'avait jamais perdu un procès qu'il ne méritait pas de perdre. Votre honneur, cette affaire est assez simple. Madame Victoria est, PDG de E Corporation, a épousé Monsieur Nathan Pierce alors qu'il était un analyste financier en difficulté gagnant environ 80 000 $ par an. Tout au long de leur mariage de 12 ans, Madame a soutenu Monsieur Pierce financièrement, émotionnellement et professionnellement. Elle lui a fourni un style de vie qu'il n'aurait jamais pu atteindre seul. Une maison d'1 million de $, des véhicules de luxe, un accès à des cercles sociaux bien au-dessus de sa condition. Il a fait une pause pour les faits, regardant la juge, puis moi. Et maintenant, face à la dissolution de ce mariage, M. Pierce s'attend à être compensé pour quoi? Pour avoir vécu du succès de sa femme. Pour n'avoir rien apporté pendant qu'elle bâtissait un empire d'1 milliard de $? Cette cour devrait reconnaître Monsieur Pierce pour ce qu'il est vraiment, un profiteur qui s'est marié pour l'argent et s'attend maintenant à un jour de paix pour son style de vie parasitaire. Blake s'est assis, l'air satisfait. Victoria s'est penchée et lui a serré la main sous la table. Le geste n'a échappé à personne dans la salle d'audience, y compris à la juge Andrew, dont l'expression suggérait qu'elle s'était déjà fait une opinion sur cette affaire. Jennifer s'est levée lentement, ajustant ses lunettes de lecture. Elle ne s'est pas précipitée, n'a pas fait de grands effets de manche, elle a simplement marché calmement vers le centre de la salle d'audience et s'est adressée directement à la juge. Votre honneur, mon client, M. Nathan Pierce, aimerait clarifier certaines idées fausses concernant sa carrière et ses contributions financières à ce mariage. Avec la permission de la Cour, j'aimerais verser au dossier les déclarations fiscales de Monsieur Pierce pour les 8 dernières années. Blake s'est levé immédiatement. Objection, votre honneur. C'est une tentative transparente de rejeter, a dit la juge Andrew, le coupe en net. J'aimerais beaucoup voir ces déclarations fiscales, Monsieur Morrison. Veuillez continuer, Madame Martinez. Jennifer s'est approchée du banc avec un dossier contenant 8 ans de mon historique financier. Mes déclarations d'impôts, mes documents de création d'entreprise, mes contrats clients, tout ce qui prouvait que Pierce Capital Advisory était réel et prospère. Elle a remis des copies à la juge, à Blake, et à Victoria. J'ai observé le visage de Victoria alors qu'elle ouvrait le dossier, j'ai regardé ses yeux parcourir la première page,
et j'ai vu le moment exact où elle a vu mon revenu de l'année dernière. 547 892 $. Son visage est devenu complètement livide. Blake regardait sa propre copie, son expression confiante s'effritant comme du papier mouillé. Votre honneur, a continué Jennifer, Monsieur Pierce est le fondateur et PDG de Pierce Capital Advisory, une société de gestion de patrimoine gérant actuellement plus de 800 millions de dollars d'actifs clients. Son entreprise emploie 15 personnes et est rentable depuis 6 années consécutives. Loin d'être un profiteur vivant du succès de sa femme, Monsieur Pierce a tranquillement bâti son propre empire, alors que Madame était apparemment trop occupée par sa carrière et sa liaison extra-conjugale pour le remarquer. La salle d'audience a explosé. Des murmures se sont répandus dans la galerie comme une traînée de poudre. Les journalistes économiques tapaient frénétiquement sur leur téléphone. L'équipe de direction de Victoria semblait stupéfaite. De plus, a dit Jennifer, élevant légèrement la voix pour se faire entendre au-dessus du tumulte, nous avons des preuves documentées que Madame entretient une liaison avec son avocat, Monsieur Blake Morrison, depuis environ 8 mois. Une liaison qui a inclus une fausse déclaration frauduleuse de la situation financière de Monsieur Pierce dans les documents juridiques, des tentatives délibérées de dévaloriser ses contributions au mariage, et une conspiration pour le priver de sa part légitime des biens matrimoniaux. Jennifer est revenue à notre table et a sorti un deuxième dossier. Celui-ci contenait l'enquête de Cole. Photos, relevés de cartes de crédit, registres d'hôtel, SMS, tout ce qui prouvait que Victoria et Blake avaient planifié cela ensemble. La juge Andrew a pris le dossier et a passé 10 minutes à l'examiner dans un silence complet. Le seul son dans la salle d'audience était le bruit des pages qui tournaient et la respiration de plus en plus paniquée de Victoria. Enfin, la juge a levé les yeux. Son expression n'était pas ravie. « Madame a dit la juge Andrew, sa voix assez froide pour givrer du verre. Aimeriez-vous expliquer à cette cour comment un homme gagnant plus d'un demi-million de dollars par an peut être qualifié de profiteur ?» Victoria a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Elle a regardé Blake, qui fixait la table comme s'il souhaitait pouvoir disparaître à travers elle. Et Monsieur Morrison, a continué la juge, je suis particulièrement intéressé de comprendre comment vous, en tant qu'officier de cette cour, avez déposé des documents prétendant que Monsieur Pierce avait un revenu minime alors que même une diligence raisonnable de base aurait révélé la vérité. À moins, bien sûr, que vous n'ayez délibérément choisi de ne pas effectuer cette diligence parce que cela ne correspondait pas à votre récit préféré. Blake s'est levé en tremblant. Votre honneur, je me suis fié aux informations fournies par ma cliente. Votre cliente avec qui vous couchez, l'a interrompu la juge Andrew. La cliente que vous avez un conflit d'intérêts évident à représenter? Veuillez vous asseoir, Monsieur Morrison. Je vais transmettre cette affaire à l'ordre des avocats pour examen. Blake s'est assis comme si ses jambes avaient lâché. Victoria pleurait maintenant, mais ce n'étaient pas les larmes de sympathie qu'elle avait probablement répétées devant un miroir. C'étaient les larmes de quelqu'un dont les mensonges soigneusement construits venaient de s'effondrer de façon spectaculaire. Cette cour va prendre une pause de 30 minutes, a annoncé la juge Andrew. À notre retour, nous discuterons d'un partage équitable des biens qui reflète réellement la réalité, plutôt que le fantasme apparent de Madame et sur la carrière de son mari. Étage M. Morrison, vous êtes révoqué en tant qu'avocat au dossier avec effet immédiat. Madame je vous suggère de retenir une nouvelle représentation qui n'a pas commis de violations éthiques passibles de poursuite. Le marteau est tombé avec un claquement qui a retenti comme le tonnerre. Pendant la pause, Victoria a essayé de m'approcher dans le couloir. Jennifer s'est interposée immédiatement, mais Victoria l'a bousculée. Nathan, s'il te plaît, a-t-elle dit, la voix désespérée. Nous devons parler de ça. Il y a eu un malentendu. Un malentendu? Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu une étrangère. Victoria, tu as essayé de me dépeindre comme un profiteur en audience publique. Tu couches avec ton avocat depuis 8 mois. Tu as demandé le divorce sans même prendre la peine de savoir ce que je fais réellement dans la vie. Quelle partie de tout cela est un malentendu? Je ne savais pas, a-t-elle dit faiblement. Tu ne m'as jamais parlé de ton entreprise. Tu n'as jamais dit que tu gagnais ce genre d'argent. Tu n'as jamais demandé. En 12 ans de mariage, tu n'as jamais posé une seule question sur mon travail. Tu as juste supposé que j'étais toujours le même type que tu avais épousé, content de vivre dans ton ombre, reconnaissant pour les miettes d'attention que tu me lançais. Blake est apparu à l'épaule de Victoria, ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 30 minutes. Monsieur Pierce, peut-être pouvons-nous discuter d'un règlement raisonnable.
Vous n'êtes plus son avocat, a dit Jennifer sèchement. Et tout ce que vous direz à mon client pourrait être considéré comme une violation éthique supplémentaire. Je vous suggère de partir avant d'aggraver votre cas. Blake a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il a regardé Victoria, et j'ai vu quelque chose passer entre eux. La peur peut-être, ou la réalisation que leur plan leur avait explosé au visage. Lorsque nous sommes retournés dans la salle d'audience, Victoria avait un nouvel avocat. Melissa Grant, l'une des meilleures avocates spécialisées en divorce de la ville, qui avait l'air absolument ravie de nettoyer le gâchis de quelqu'un d'autre. Elle a approché Jennifer immédiatement et a demandé une conférence privée. Elles ont disparu dans une salle annexe pendant 20 minutes. Lorsqu'elles ont émergé, Melissa avait l'air sombre et Jennifer avait l'air satisfaite. « Votre honneur », a dit Melissa à la reprise de l'audience, « ma cliente souhaite retirer son offre de règlement précédente et négocier de nouvelles conditions basées sur des informations financières exactes. » J'imagine bien, a dit la juge Andrew sèchement. Monsieur Pierce, êtes-vous ouvert aux négociations de règlement, ou préférez-vous que cette cour détermine la division des actifs? J'ai regardé Victoria. Elle fixait la table, son sang-froid parfait complètement brisé. Une partie de moi voulait faire traîner les choses, la faire souffrir pendant des semaines de procédures judiciaires où chaque détail de sa liaison et de ses mensonges deviendrait public. Mais une autre partie de moi voulait juste que ce soit fini. Je voulais avancer dans ma vie sans elle. Je suis prêt à négocier, ai-je dit, mais je veux une divulgation complète de tous les actifs, y compris tout compte ou propriété que madame aurait pu cacher en prévision du divorce, et je veux qu'elle reconnaisse par écrit la nature frauduleuse de son dépôt initial. La juge Andrew a hoché la tête avec approbation. Madame, acceptez-vous ces conditions? Victoria a hoché la tête misérablement. Oui, votre honneur. Le règlement a pris 3 semaines supplémentaires pour être finalisé. Victoria a pu garder la maison, dont je ne voulais de toute façon pas. Elle contenait trop de souvenirs d'un mariage qui s'était avéré être une illusion. Elle a aussi gardé corporations, évidemment, et ses comptes de retraite substantiels. J'ai obtenu notre portefeuille d'investissement, que j'avais géré et fait croître considérablement au fil des ans. J'ai eu la maison du lac que nous avions achetée il y a 5 ans, que Victoria n'avait jamais aimée, et j'ai obtenu un règlement en espèces à 7 chiffres que Jennifer a négocié, basé sur le fait que les revenus de Victoria dépassaient de loin les miens durant les premières années de notre mariage. Les médias d'affaires s'en sont donnés à cœur joie avec l'histoire. L'accusation de profiteur d'une PDG se retourne contre elle lorsque le revenu réel du mari est révélé, titrait un journal. Une cadre de haut vol surprise en pleine liaison avec son avocat, lisait-on sur un autre. La réputation de Victoria a pris un sacré coup. Le conseil d'administration de Corporation a publié une déclaration la soutenant, mais plusieurs gros clients ont discrètement emmené leurs affaires ailleurs. Blake Morrison a fait face à une enquête éthique formelle. Aux dernières nouvelles, il avait démissionné de son cabinet et déménagé en Arizona pour recommencer à zéro. Sa femme, qu'il avait apparemment prévu de divorcer une fois le règlement de Victoria obtenu, l'a dépouillé lors de leur propre divorce. Le karma a parfois un beau sens de la symétrie. Quant à moi, Pierce Capital Advisory se porte mieux que jamais. La publicité a en fait aidé mon entreprise. De nouveaux clients ont commencé à appeler, disant qu'ils voulaient quelqu'un qui comprenait à la fois l'argent et l'intégrité, quelqu'un qui avait bâti quelque chose de réel sans avoir besoin de l'annoncer partout. Mon équipe s'est agrandie à 20 conseillers. Nous sommes en bonne voie pour gérer plus d'1 milliard d'actifs d'ici l'année prochaine. J'ai acheté un Penthouse au centre-ville, avec des baies vitrées du sol au plafond et une vue sur les montagnes, des meubles minimalistes, un bureau à domicile avec 3 écrans, et une paix totale. Personne pour mentir sur l'endroit où il se trouve ou avec qui il est. Personne pour me faire sentir petit parce que je réussis à ma propre manière. Environ 3 mois après la finalisation du divorce, j'ai reçu un appel de Victoria. Elle pleurait, disant qu'elle avait commis une terrible erreur, qu'elle n'avait jamais apprécié ce que nous avions ensemble, qu'elle voulait réessayer. J'ai écouté tout son discours sans l'interrompre. Quand elle a fini, j'ai dit quelque chose qui m'a semblé étonnamment facile. Victoria, tu as passé 12 ans à me regarder sans vraiment me voir. Tu as créé une version de moi dans ta tête qui correspondait à ton récit, et tu n'as jamais pris la peine de vérifier si cette version correspondait à la réalité. Ce n'est pas un mariage. C'est un public qui regarde une pièce qu'il a écrite lui-même. Mais Nathan, a-t-elle dit, la voix brisée, est-ce que 12 ans ne signifie rien pour toi? Il signifie tout pour moi.
Ils m'ont appris que le succès ne veut rien dire si la personne avec qui tu le partages ne te respecte pas. Ils m'ont appris qu'être sous-estimé peut en fait être un avantage. Et ils m'ont appris que, parfois, la meilleure chose qui puisse arriver est de voir son ancienne vie complètement détruite, parce que cela fait de la place pour quelque chose de mieux. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Il n'y avait plus rien à dire. Victoria voulait réécrire l'histoire, mais j'avais fini de faire partie de la sienne. Ces jours-ci, je me concentre sur le travail, sur la construction de quelque chose qui compte vraiment. Je vois quelqu'un de nouveau. Elisabeth, elle est professeure d'économie à l'université. Intelligente, drôle, et réellement intéressée par ce que je fais dans la vie. Nous parlons des marchés et de finances comportementales au dîner. Elle pose des questions sur mes clients et mes stratégies. Elle me voit pour qui je suis vraiment, pas pour qui elle voudrait que je sois. Nous y allons doucement. Pas de précipitation pour définir quoi que ce soit ou faire de grandes déclarations. Juste deux personnes qui apprennent à se connaître honnêtement, sans faux semblant ni performance. La semaine dernière, j'ai croisé Gérald et lors d'un événement caritatif. Le père de Victoria, l'homme qui avait porté ce toast à notre mariage, disant qu'il était heureux que sa fille ait trouvé quelqu'un de terre à accent grave-terre et de pratique. Il s'est approché de moi prudemment, s'attendant probablement à de la colère ou de l'amertume. Au lieu de cela, je lui ai simplement serré la main et demandé comment allaient ses petits-enfants. « Nathan » a-t-il dit doucement. « Je te dois des excuses. Je savais pour ton entreprise. Je le sais depuis des années. J'aurais dû dire quelque chose à Victoria. J'aurais dû l'obliger à prêter attention à ce que tu construisais. J'ai juste supposé qu'elle savait. Gérald, ce n'était pas ta responsabilité de gérer notre mariage. Victoria a fait ses choix. Nous devons tous les deux vivre avec. » Il a hoché la tête tristement. « Elle ne va pas bien. Tu sais, le conseil pousse pour sa démission. Trop de scandales, trop de drames. Ils veulent quelqu'un qui puisse se concentrer sur l'entreprise. » J'ai ressenti une petite pointe de quelque chose. Pas exactement de la sympathie, mais pas du plaisir non plus. Juste la reconnaissance que les actions ont des conséquences. « J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche », ai-je dit. Et je le pensais. Quoi que ce soit. La vérité, c'est que je ne déteste pas Victoria. Je ne pense même plus beaucoup à elle. Elle est juste quelqu'un que je connaissais. Quelqu'un qui m'a appris que, parfois, les gens qui prétendent vous aimer sont en réalité juste amoureux de leur version de vous. Et quand votre vrai vous ne correspond pas à leur fantasme, ils vous blâment pour leur déception plutôt que d'admettre qu'ils ne vous ont jamais vraiment connu du tout. Je m'appelle Nathan Pierce. J'ai 39 ans et je dirige une société de gestion de patrimoine qui est sur le point d'atteindre $1 milliard d'actifs. Je conduis une voiture que j'ai achetée avec mon propre argent, je vis dans une maison que j'ai choisie moi-même, et je dors mes nuits sans me demander quels mensonges sont racontés dans la pièce voisine. Victoria m'a traité de profiteur en audience publique, s'attendant à ce que je m'effondre sous l'accusation. Au lieu de cela, j'ai prouvé que parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce est celle qui a le plus à dire. Il suffit de lui donner le bon moment pour parler. Et quand ce moment est venu, quand la juge Andrew a demandé à Victoria d'expliquer comment un homme gagnant plus d'un demi-million de dollars par an pouvait être qualifié de profiteur, voir son visage réaliser qu'elle s'était détruite elle-même valait chaque instant de silence que j'avais maintenu pendant 12 ans. Certaines personnes ont besoin d'être le centre de l'attention. Elles ont besoin des projecteurs, du public, de la performance. J'ai appris que le vrai pouvoir ne s'annonce pas. Il est, tout simplement. Victoria voulait écrire une histoire où elle était celle qui réussissait et où j'étais le parasite. Mais elle a oublié que chaque histoire a deux côtés, et que la vérité ne se soucie pas de vos préférences narratives. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'abonnement et laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. À la prochaine fois, souvenez-vous que parfois, la meilleure vengeance est simplement de laisser les gens vous sous-estimer jusqu'au moment où cela compte vraiment.